Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 24 avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. Plus de 20 organisations de la société civile burundaise et internationale ont sorti une déclaration à travers laquelle elles s'insurgent contre les pratiques du gouvernement tanzanien accusé de vouloir rapatrier de force les réfugiés burundais. Le contenu de cette déclaration, c'est au début de ce journal. Et puis des habitants de la zone Gishubi, en commune Gishubi de la province de Gitega, s'inquiètent d'une initiative des autorités locales consistant à mesurer leurs terres sans consultation préalable, surtout que la majorité d'entre eux ne disposent plus de titres fonciers. Et enfin, un système de paiement dénommé Burundi Pay, dont l'objectif est de faciliter les transactions financières, a été officiellement lancé ce jeudi par la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. 26 organisations de la société civile burundaise et internationale dénoncent les agissements du gouvernement tanzanien accusé de vouloir rapatrier de force les réfugiés burundais en violation des conventions qu'il a ratifiées. Dans une déclaration rendue publique, ces organisations appellent le gouvernement tanzanien à mettre fin immédiatement aux persécutions visant les réfugiés burundais et demandent également au HCR de sortir de son silence pour défendre ces réfugiés et à la communauté internationale d'assurer leur protection. Je vous propose d'écouter Léopold Charangabo, président de l'organisation CDH Vicar, qui s'exprime au nom de ces organisations. Les organisations signataires ont structuré ces analyses en 4 catégories. Premièrement, montre comment le gouvernement tanzanien a tenté de contraindre les réfugiés burundais au retour, notamment en intensifiant les actes de violation de leurs droits, en particulier par la destruction de les habitations depuis janvier 2026. Deuxièmement, ces organisations documentent plusieurs violations graves commises à l'encontre des réfugiés. À titre d'exemple, le 19 avril, des membres de la milice Wanamugambo qui sont du parti au pouvoir, agissant sur l'instruction du responsable du camp d'Onyarugusu, ont attaqué les réfugiés burundais qui ont essayé de sortir du camp d'Ipachal, au centre de détention. Plusieurs réfugiés ont été blessés lors des attaques de Tiwanamugambo. Pour la troisième fois, les organisations ont mis en évidence les risques graves encourus en cas de retour. Plusieurs rapports ont fait état de violations graves des droits humains, notamment des actes de persécution, des arrestations arbitraires et aussi des disparitions forcées visant ces réfugiés burundais. Quatrièmement, ces organisations reviennent sur le rôle des HCR et de la communauté internationale qui continue à garder le silence face à cette situation marquée par des rapatriements forcés, mais aussi des violations graves des droits de ces réfugiés. Dans ce contexte, ces organisations ont formulé alors les recommandations. Elles demandent d'abord aux autorités tanzaniennes de mettre fin immédiatement à tout rapatriement forcé et de respecter pleinement les obligations internationales en garantissant la sécurité et la protection effective des réfugiés présents sur leur territoire. Elle appelle également le HCR à renforcer sans délai sa présence ainsi que ces mécanismes de protection dans les camps afin d'assurer bien sûr le strict respect des principes de non-refoulement et de prévenir toute forme de contrainte dans les procédures de retour. Elle exhorte la communauté internationale à se mobiliser de toute urgence
afin de condamner les rapatriements forcés des réfugiés burundais et aussi de prévenir une aggravation des violations des droits humains au Burundi, notamment dans le contexte préélectoral et d'éviter l'émergence d'une crise humanitaire majeure. Et je vous le disais en titre, les habitants de la zone Gishubi, nous sommes en commune de Gishubi, province de Gitega, se disent préoccupés par une initiative des autorités locales consistant à mesurer leurs terres sans consultation préalable. Ces terres leur avaient été attribuées par l'État en 1930. Ils craignent que cette opération ne soit une tentative de spoliation. Une inquiétude vive, d'autant plus que la plupart d'entre eux ne disposent plus de titres fonciers, ceux-ci ayant été détruits lors des incendies de maisons survenus pendant la crise de 1993. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Les habitants de la zone Gishubi affirment avoir été surpris de voir le chef de zone Pi Louimana envoyer ses collaborateurs mesurer les terres sur presque toutes les collines sans consulter au préalable les propriétaires. Il y voit une tentative de les dépouiller, de les biens, comme le témoigne cet habitant. Nous avons été surpris lorsque le 19 mars, nous avons vu le chef de zone Pinduimana envoyer son conseiller nommé Eric Ngendakumana, accompagné d'un notable de la colline Ruhangi et de 3 autres personnes dont son employé Mathias nommé Suguru. Ils ont commencé à mesurer les terres situées dans cette zone sans s'adresser à aucune des propriétés, alors même que c'était présent, tout comme certains de leurs employés. Ils m'ont demandé l'avis de personnes pour simplement mesurer là, puis juger nécessaire, puis sont partis. Nous ne savons même pas qu'il était en train de mesurer exactement. Ces habitants ajoutaient que ces terres leur appartiennent, que les ont été attribuées sous l'administration monarchique dans les années de 1930 afin qu'ils puissent y exercer diverses activités, ce qui est contraire aux déclarations de ceux qui procèdent habituellement au mesurage. Ils disent qu'ils sont en train de mesurer des terres de l'État ou des terres qui auraient été prises à l'État ou encore considérées comme appartenant à l'État. Mais pour nous, ces terres ne sont pas celles de l'État car elles sont exploitées par les habitants depuis 1930. C'est à cette époque que ces terres ont été attribuées par le roi qui gouvernait Mwambutsa pour différentes raisons. Certains les ont reçues pour y pratiquer l'élevage, ce qui continue encore aujourd'hui. D'autres pour s'installer car la population était encore faible et les collines étaient peu habitées. Il dénonce également le fait qu'on leur demande des documents prouvant que ces terres leur appartiennent, alors qu'ils savent bien que la région a été fortement touchée par la crise de 1993, durant laquelle de nombreuses maisons ont été incendiées, entraînant la perte de tous les documents, y compris ces titres fonciers. En 1993, tout le monde sait que qui tuait les gens ne les laissait pas temps de sortir leurs biens avant d'incendier leur maison. Après ces violences, des militaires sont aussi intervenus et ont incendié les habitations qui n'avaient pas encore été brûlées au début des massacres. Dans ces conditions, demande aujourd'hui des documents de propriété dans la commune de Gishubi n'a pas de sens car personne ne peut en avoir conservé. Mais c'est à qui l'on n'a pas mesuré les terres ne pourrait pas en présenter. Les habitants de la zone Gishubi demandent au chef de l'État de suspendre cette opération car elle pourrait provoquer des troubles. Ils estiment qu'il pourrait y avoir des motivations visant à persécuter un groupe ethnique au profit d'un autre. Ils demandent également au chef de l'État de vérifier si les personnes chargées de cette opération suivent réellement ces instructions ou elles font sauter les verres. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Pinduimana, le chef de la zone Gishubi, pour recueillir sa réaction à ce propos. Et en page d'éducation, les parents d'élèves de la province de Burunga contestent une décision récemment prise par le responsable de l'éducation en zone Makamba, laquelle décision consiste à regrouper toutes les classes de 9e année. Une mesure également critiquée par les enseignants qui estiment qu'elle pourrait nuire au niveau des élèves en compromettant la bonne assimilation des cours. Josiane Moudaneza nous fait le point. Cette mesure controversée tant par les élèves, les parents et les enseignants a été prise par le directeur zonal de l'enseignement à Makamba
au début de ce troisième trimestre. Elle concerne les élèves de la 9e année qui s'apprêtent à passer du cycle fondamental au poste fondamental. Selon notre source, la révision débute à 15h30 pour prendre fin à 19h30 et la raison avancée par le directeur zonal de l'enseignement de la place est que les élèves intelligents doivent remorquer les plus faibles, une raison que les enseignants jugent insensée car nous pouvons aboutir que sur un échec cuisant. L'un d'entre eux témoigne. Ils les mettent dans une seule salle de classe de façon que 2 élèves du même établissement ne s'assoient pas ensemble. Comment alors savoir si ton voisin est faible en mathématiques ou en français alors que tu ne le connais même pas? C'est vraiment du n'importe quoi. Pendant ces 4 heures d'études, poursuit notre source, ces élèves sont laissés à eux-mêmes alors qu'avant, leurs professeurs les suivaient de près. Les encadreurs viennent de tous les établissements concernés, mais l'encadrement de ces élèves est très compliqué car non seulement ces élèves sont très nombreux, mais les encadreurs ne savent pas par où commencer vu qu'ils ne maîtrisent pas les niveaux de ces élèves. Plus grave encore, la direction zonale de l'enseignement a même déjà confectionné un horaire d'études, ce que vit mal les enseignants qui trouvent que contraindre un élève à passer son temps à expliquer une matière à son voisin de bain qui ne connaît même pas au lieu de réviser ces matières, va faire chuter les résultats scolaires, d'où il demande au chef hiérarchique de cette autorité zonale de mettre fin à cette mesure avant qu'il ne soit trop tard. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Emmanuel Bizimana, directeur zonal de l'enseignement à Makamba et auteur de cette décision pour de plus amples éclaircissements, mais en vain. RPA. Poursuivant ce journal par la page gouvernance, le gouvernement du Burundi est appelé à renforcer le secteur des énergies et à encourager tous les Burundais à reprendre la plantation d'arbres, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, afin de faire face à la pénurie et à la hausse des prix du charbon. C'est ce qu'indique Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, engagé dans la promotion du changement de comportement, alors que la pénurie du charbon se fait de plus en plus ressentir dans le pays. On l'écoute. D'abord, il faut faire un constat qu'au niveau stratégique, au niveau macro-politique, le Burundi ne s'est jamais doté d'une stratégie énergie pour projeter dans l'avenir, dans 5-10 ans, comment la situation de l'énergie sera pour continuer à être la base fondamentale de décollage économique. D'abord, l'usage du charbon au Burundi concerne 98% de la population urbaine et rurale en matière d'énergie pour le chauffage et la cuisson. Crée une pression sur l'arbre, parce que c'est l'arbre qui est à la base de la fabrication du charbon. L'usage multiforme du bois pour les différents équipements ménagers, la politique zéro enfant mal assis. Sans mise en application, plusieurs plantations d'arbres forestiers seront mobilisés, alors que dans le temps, il y avait une journée réservée à l'arbre où toute la population était mobilisée pour planter au moins un seul arbre. Et c'était vraiment un événement national. Alors on ne comprend pas comment le Burundi peut se tarder d'avoir une vision pour faire du pays un pays émergent, alors qu'il n'a pas de stratégie, énergie pour vraiment faire face à tous ces problèmes qui handicapent le décollage sur le développement économique. Et le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle, chargé de contrôle de la qualité des produits, affirme être confronté à des pressions exercées par certains responsables, propriétaires d'industries, désireux d'obtenir des autorisations d'exploitation malgré le non-respect des normes en vigueur. S'exprimant devant la presse ce 22 avril, le directeur général du BBN a également évoqué d'importantes difficultés liées à l'insuffisance d'équipements techniques, une situation qui entrave le bon accomplissement des missions de la dite institution. Écoutons Samuel Ndairagidje, il est le directeur général du BBN. Il arrive que certaines personnes, après avoir été informées qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir un certificat, insistent en disant, je cite, « Facilitez-nous les choses afin que nous puissions l'obtenir ». Fin de citation. Souvent, ces demandes s'accompagnent de pression, voire l'intimidation. Il peut arriver qu'une personnalité
personnalités influentes interviennent pour tenter d'imposer sa volonté en affirmant, je cite, « Mes activités ne peuvent pas être jugées non conformes. Donnez-moi le certificat. Le reste n'a aucune importance pour moi. » Fin de citation. Ce genre de situation s'est déjà produit à plusieurs reprises. Pour ma part, je n'ai peur de rien dans ce pays, si ce n'est des plus hautes autorités. Vous comprenez donc que certains cherchent à utiliser la contrainte afin d'obtenir l'autorisation d'exercer en violation des lois et règlements qui encadrent le BBN. Par ailleurs, nous demandons que le BBN soit doté de moyens adéquats lui permettant d'assurer efficacement le contrôle de la qualité. À ce jour, nous ne disposons que d'un seul véhicule pour les descentes sur terrain et plusieurs agents sont parfois contraints de se déplacer à pied. Les ressources disponibles pour inspecter les industries restent extrêmement limitées. Le personnel existe, mais tant que le BBN ne disposera pas des moyens nécessaires à son fonctionnement, les plaintes et les insuffisances persisteront. Par exemple, effectuer 4 inspections par an dans les usines est actuellement impossible. À cela s'ajoutent d'autres difficultés, notamment le manque de carburant qui touche actuellement le pays. Si cette institution bénéficiait de moyens comparables à ceux dont dispose l'OBR ou le PAEJ, elle accomplirait de manière beaucoup plus efficace les missions qui lui sont confiées. Et en page économie, un système de paiement dénommé Burundi Pay a été officiellement lancé ce jeudi 23 avril 2026 par la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle. Ce nouveau système de paiement instantané a pour objectif de faciliter les transactions financières entre les utilisateurs passant par les banques. Ce système de paiement instantané du Burundi, dénommé Burundi Pay, que la Banque de la République du Burundi vient de mettre en place, va permettre à la population burundaise, clients des banques commerciales, des institutions de microfinance collectant les dépôts publics et des établissements de paiement à effectuer des paiements ou des virements de fonds à temps réel en utilisant leur téléphone mobile à partir des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles avec une interopérabilité effective avec ces institutions financières participant au dit système. Nous signalons en passant que ce système Burundi Pay vient en complément au système de paiement déjà existant et géré par la Banque centrale, comme le système de compensation automatisé de petits montants, ACH, le système permettant le paiement et le règlement en temps réel de gros montants, RTGS et le switch national de paiement. Ce système de paiement instantané du Burundi Pay, qui est géré par la Banque centrale, est un système simple à utiliser, rapide et sécurisé, et présente de nombreux avantages. Entre autres, les paiements sont envoyés et reçus de façon instantanée, en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur l'ensemble du territoire du Burundi, sans faire le déplacement à l'agence physique du lieu de détention de compte ou de portefeuille mobile, entraînant le gain du temps aux clients qui faisait que à ces institutions. L'interopérabilité est effective entre les différentes banques commerciales, institutions de microfinance, collectant les dépôts du public et établissements de paiement. Le système est une alternative au canal de paiement électronique qui va contribuer dans la réduction considérable de l'utilisation du cash comme moyen de paiement. Et je tiens à féliciter les banques et les institutions de microfinance et les établissements de paiement qui utilisent déjà le système Burundi Pay. Et je rappelle à toutes les autres banques commerciales, les institutions de microfinance, les collecteurs de dépôts publics et tous les établissements de paiement, l'obligation à l'intégration à ce système conformément à la réglementation à la matière et de le déployer sans tarder à la clientèle. Normand Ligendako, directeur général de la BRB, a précisé que cette nouvelle technologie ne viendra pas remplacer les activités habituelles ni celles des institutions de microfinance.
Et dernière nouvelle de ce journal, l'équipe de Rukinzo figure parmi les 24 clubs engagés au 47e championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball qui se déroule actuellement à Kigali, au BK Arena et au petit stade. Pour son entrée en lice, le club burundais s'est incliné face à Kalibi Sporting du Ghana sur le score de 3-7-2 à l'issue d'un match très disputé. L'équipe Rukinzo a remporté le premier set 25 points à 20 avant de céder le deuxième set sur un score de 15 points à 25. Le troisième set est revenu à Rukinzo sur un score de 25 points contre 18, tandis que Kalibi a égalisé en s'imposant dans le quatrième set avec un score de 14 points contre 25. Il a fallu un cinquième set décisif pour départager les deux équipes, finalement remportées par le club ghanéen sur le score serré de 15 points à 13. Lors de la troisième journée de la compétition, l'équipe Rukinzo affronte l'équipe Rwanda Energy Group, REG en sigle, ce vendredi. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ici que le journal de ce 24 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon début du week-end.